Bonjour à tous, cette semaine encore, je suis heureuse de vous accueillir dans Reflet Sud, au sommaire de notre émission cette semaine de la danse. Pour entamer ce numéro, direction le Burkina Faso pour assister à la toute dernière édition du festival Danse l'Afrique Danse. Ensuite, cap sur le vaste univers chorégraphique de la Côte d'Ivoire. Kalakuta République de Serge Aimé Coulibaly et du Désir d'Horizon de Salia Sanou ont transporté les foules lors de la dernière édition du festival Danse l'Afrique Danse. À travers de riches entretiens, les chorégraphes nous parlent de leur création. Tu te rends compte que le monde est tellement large et petit en même temps et que selon l'endroit où tu te trouves dans le monde, les gens ont une manière de fonctionner différente et puis finalement, on se nourrit l'un des autres, on croit qu'il y a quelque chose qui se passe ici. Tu vas de l'autre côté de la planète, tu vois que les gens font la même chose. Après ces expressions plus contemporaines de la danse africaine, revenons à la base, à la tradition, au rythme mandingue qui aujourd'hui voyage bien au-delà des frontières de l'Afrique. Ici en Afrique, on a la tendance de vraiment négliger notre tradition. Vous voyez? Et quand on va à l'Occident, on se rend compte que ce qu'on néglige chez nous, précisément qui est notre tradition, les gens ils sont beaucoup basés là-dessus, ils sont très intéressés par ça parce que c'est notre identité au fait. Serge Aimé Coulibaly et Salia Sanou sont deux noms que l'on ne présente plus dans le monde de la danse contemporaine africaine. Tous deux sont chorégraphes et lors de la dernière édition du festival Danse l'Afrique Danse, ils ont présenté leur toute dernière création, Kalakuta République et du Désir d'Horizon. Nous vous invitons à une immersion dans ces spectacles inédits. L'un est librement inspiré de la vie de Fela Kuti et l'autre traite d'une thématique sensible, les migrations et les camps de réfugiés. Ouagadougou devient aujourd'hui immanquablement l'une des capitales qui illustre le bouillonnement culturel en constante évolution sur le continent africain. Avec son festival panafricain du cinéma, ses récréatrales, sa semaine nationale de la culture, ses festivals de danse, aujourd'hui le pays des hommes intègres a inscrit la culture en lettres d'or dans son agenda. Lors de la 10e édition du festival Danse l'Afrique Danse qui s'est tenu en novembre 2016, deux fils du pays se sont particulièrement illustrés à travers la mise en valeur d'une culture bien de chez eux à Ouaga. Salia Sanou et son immanquable Désir d'Horizon, Serge Aimé Coulibaly et son très célèbre Kalakuta République. Leur spectacle questionne le monde, ils posent sur la table des vraies questions de société, ils en débattent à leur manière à travers le langage corporel. Alors, moi c'est Serge Aimé Coulibaly. Serge Aimé Coulibaly, et je suis danseur, chorégraphe, et puis aussi directeur artistique de Faso Danse Théâtre, qui est une compagnie de création contemporaine en danse, principalement, mais qui dit danse dit aussi théâtre et musique, en tout cas dans mon entendement. Et puis, et aussi directeur artistique de Ankata, qui est le laboratoire international de recherche des résidents des arts de la scène à Bobo-Dioulasso. En fait, moi je me considère pareil comme un footballeur. C'est-à-dire un footballeur
qui va jouer dans un club, enfin un club qui... Et puis quand l'équipe nationale l'appelle, il est là dans l'équipe nationale. Mais ces gens-là, tu vois, on ne pose pas de questions, on ne dit pas qu'ils sont allés travailler ailleurs. On dit qu'ils sont allés jouer dans tel club. Et ils reviennent dans l'équipe nationale, voilà. Moi, artistiquement, c'est comme ça que je me considère. J'ai décidé vraiment de faire la pièce sur Fela il y a 2 ans. Mais en réalité, il y a eu vraiment, si je regarde toutes mes autres pièces, il y avait toujours une musique de Fela dans chaque pièce. Kalakuta République, c'est une pièce qui est inspirée de la musique et de la vie de Fela. Mais librement, je ne je parle pas de Fela. Mais Fela, c'est un prétexte pour moi et pour parler de notre société aujourd'hui, de la vie aujourd'hui, de qu'est-ce qui se passe dans ce monde aujourd'hui. Kalakuta République, c'était vraiment le domicile de Fela, en réalité. C'était genre, bon voilà, il avait sa cour et il a appelé cette cour-là Kalakuta République. Et Kalakuta, c'était le nom d'une des prisons où il avait séjourné. Et on appelait cette prison la Kalakuta. Donc quand lui il est sorti de la prison, il est venu, il dit que non, chez lui. Maintenant, là, c'est Kalakuta République. Maintenant, bon, moi, j'ai différencié seulement par, au lieu de faire République normale, j'ai fait un cas pour faire quelque chose de différent. Et c'est aussi un endroit pour lui de liberté, où il pouvait dire et faire ce qu'il avait envie de faire sans se faire emmerder, même si après on pouvait venir raser son Kalakuta, quoi, tu vois. Mais c'est une manière de dire, ok, là, on va dans un délire artistique, et sans concession. C'était ça aussi l'objectif. One day, I will be the president of this country. J'ai fait le pari de me dire que, ok, là, on va danser non-stop, mais je veux que le spectateur, il ait des images de toutes sortes qui se créent dans sa tête, juste en regardant ces gens qui sont en train de foncer comme des malades. Au-delà de la chorégraphie à l'intérieur, il y a une vision beaucoup plus grande qui est quand on regarde aussi à travers aussi les vidéos et les trucs.
C'est toutes ces guerres, l'immigration, et puis la place que nous avons en tant qu'artistes qui cherchons à changer des choses. Donc, c'est ce désir d'espoir, de liberté, de tolérance aussi. Hein. Comment est-ce que les gens se rendent compte que, en fait, merde, ok, peut-être que je ne suis pas si tolérant que ça. Nous avons peur de nous battre pour nos enfants. Nous avons peur de nous battre pour notre avenir. Nous avons peur de sortir, nous avons peur de voyager, nous avons peur de rencontrer l'autre, nous avons peur d'être avec l'autre, nous avons peur. Je parle de la peur de, tu vois, juste de l'autre, de l'inconnu. Tu te rends compte que le monde est tellement large et petit en même temps et que selon l'endroit où tu te trouves dans le monde, les gens ont une manière de fonctionner différente et puis finalement on se nourrit l'un des autres, on croit qu'il y a quelque chose qui se passe ici, tu vas de l'autre côté de la planète, tu vois que les gens font la même chose. Et puis, moi, il y a tellement de choses que j'ai découvertes en partant, en travaillant en Australie chez les aborigènes, que j'ai trouvé que je croyais que c'était chez les Africains seulement, ou bien même chez les Kanaks, tu vois. J'ai dit, ah, ben tiens, voilà, tu vois, au truc, ou bien chez les Indiens. Cette poudre blanche-là, c'est de ramener dans ce monde super contemporain, super truc. C'est quelque chose qui est emprunté de Fela. Il disait que sa religion, c'était l'africanisme. Ça n'existe pas. Il avait du coup dans son bar, shrine, là, c'était un endroit où il faisait des prières, là, il venait, il y avait des rituels où, tu vois, il avait fabriqué ses propres dieux, qui étaient des hommes politiques comme, tu vois, il y avait sa mère, il y avait Kwame Nkrumah, tu vois, par exemple, il y avait Malcolm X. Et donc, il préférait vénérer des gens que lui, il adore plutôt que, voilà, des dieux que d'autres lui ont amenés. Pour moi, c'était un rappel. Mais en deuxième position, c'était aussi nous ramener à nos réalités. C'est qu'en Afrique, de plus en plus, on abandonne nos réalités. Les sociétés africaines ont vécu avec des croyances, des manières de fonctionner, des manières d'être, des manières de réguler la société pour pouvoir avancer. On ne peut pas effacer toute cette croyance, toute cette force-là, dire que non, maintenant, là, tout ça c'est fini, c'était zéro. Hein, pendant c'est des centaines de générations qui ont vécu sous ces croyances-là. Donc c'est aussi un petit rappel fantaisiste. J'avais envie, dans un premier temps, de questionner le rôle de l'artiste dans la société aujourd'hui. Tu vois. Et après, de travailler justement sur la quête d'espoir, d'espérance et de liberté là, dans les corps
dans la présence sur une scène. C'est ce qui est la force de la création contemporaine, c'est que les gens, ils regardent quelque chose et chacun se fabrique son histoire et son histoire peut être plus forte que l'histoire que toi tu as voulu faire. Et vouloir trop confiner, amener les gens dans une direction de pensée limite aussi le pouvoir de la création, je trouve. Le nom de Salia Sano est incontestablement une référence dans le monde de la danse contemporaine en Afrique. Et pour cette 10e édition de Danse l'Afrique Danse, le chorégraphe a proposé un spectacle qui place le quotidien des camps de réfugiés au cœur de son œuvre. Je pars toujours de mes propres expériences. En ce qui me concerne, je ne saurais créer une pièce, une œuvre, réaliser une œuvre chorégraphique si je ne suis pas imprégné, si je n'ai pas, si je n'ai pas si je ne suis pas concerné. Je suis convaincu d'une chose, les problématiques que je vis ici, et en ce moment, d'autres populations vivent aussi ces problématiques à l'autre bout du monde. Donc, oui, mais et puis le quotidien, la vie du quotidien, les problématiques socio-économiques façonnent aussi notre tempérament, notre façon de voir les choses, notre façon de nous positionner. Le Burkina a traversé une crise ces 3 dernières années, une révolution. Les gens, à un moment, ont dit non à un système qui était installé depuis 30 ans. Et en tant que créateur, je ne peux pas faire comme si je n'étais pas au Burkina, comme si je ne vivais pas au Burkina. Et parce que en s'interrogeant sur ce qui se passe dans mon environnement, sur mon territoire, je m'interroge aussi à ce qui se passe à travers le monde, puisque partout on vit les mêmes réalités. On est à Ouagadougou, mais en réalité, il y a des populations au Japon, aux États-Unis, qui vivent les mêmes réalités, des conditions humaines parfois difficiles aussi dans les autres coins du monde. Donc, et l'artiste ne peut pas rester en dehors de cela. L'artiste est pris dans ce tourment et doit, a le devoir quelque part de témoigner de cela, et pas pour trouver forcément des remèdes, des solutions, mais pour juste interpeller, pour juste créer un dialogue, pour juste permettre aux uns et aux autres d'ouvrir encore les yeux et avoir un regard croisé.
Ce qui m'a frappé dans les camps, c'est les états de corps de cette population. En tant que chorégraphe, tu regardes les corps qui marchent, tu regardes les corps assis, tu regardes le corps meurtri, tu regardes le corps debout. Et quand tu rentres dans un camp, dans le camp où j'ai été travailler, j'ai observé le corps des enfants. Les enfants qui courent partout, qui n'ont finalement pas, que ce soit là ou ailleurs, l'enfant, dès qu'il a mangé, dès qu'il a l'amour maternel, dès qu'il est avec son grand frère, l'enfant sourit, mais tu as des femmes qui ont la conscience que on est ailleurs. On est ailleurs, on est sur d'autres territoires et qui se disent, mais ici, ça va finir quand? Les adultes qui sont très très violents parce que c'est pénible pour un jeune qui a un âge d'aller à l'université, d'aller étudier, il se retrouve coincé là. Il n'a pas d'autres issues que d'être là, assis, à regarder le ciel, l'horizon. Et tu as ces personnes âgées, une quarantaine, une cinquantaine, qui sont comme des zombies, la dignité perdue, qui errent dans la nature. Quand ils sont assis, ils se sont renfermés sur eux-mêmes. Voilà, ils sont toujours en groupe parce qu'il n'y a que ça à faire, s'asseoir et attendre. Et l'attente, tu le sens dans le corps, tu le vois dans le corps. Et c'est ces états de corps, moi, qui m'ont beaucoup intéressé dans la création, dans le spectacle que j'ai construit, que j'ai réalisé, c'est pour parler de ces états de corps meurtris, affamés, violentés de toutes sortes parce que il faut pas penser que dans les camps, il se passe beaucoup de choses qui sont même, qu'on ne peut même pas expliquer. Quand tu arrives dans les camps, la seule chose que tu regardes, c'est l'horizon. L'horizon, il est flou, est-ce que l'horizon il est ouvert? Voilà, donc je pense que c'est ce qui frappe en fait. Parce que les baraquements, tu es là quoi. Mais tu vois toujours les gens regarder au-delà des baraquements, au-delà des cabanes, pour scruter l'horizon. Et pour moi, les titres de la pièce étaient là, quoi, du désir d'horizon. Quand on est là, c'est à quoi on aspire, c'est de rester toujours debout, garder l'espoir, et puis se dire, en fait, on ne va pas mourir ici. Même si on est en train de mourir, parce que les études du Haut Commissariat pour les réfugiés montrent que la vie moyenne dans un camp, c'est 17 ans. Donc, ça veut dire les gens, ils arrivent, on les dit, c'est pour 6 mois, c'est pour 1 an, et il reste 17 ans, quoi. Ça, c'est la vie moyenne dans un camp de réfugiés. En tant qu'artiste, où on se situe, qu'est-ce qu'on fait, quels sont les enjeux du moment et comment on doit se positionner. Est-ce qu'on est artiste engagé? Est-ce que ça veut dire quelque chose d'être artiste engagé?
Oui, c'est de la nature le fait que tu acceptes d'aller sur la scène, que tu acceptes de porter un projet, que tu acceptes que tu t'engages pour te mettre, pour questionner, pour te mettre nu quelque part. C'est une façon d'être engagé, quel qu'en soit le sujet en fait. En Côte d'Ivoire, de nombreux stages de danse traditionnelle sont organisés tous les ans. Les chorégraphes Papson, Barakissa Koulibaly, Baba Touré et plusieurs autres militent pour la préservation de ce type de danse qui serait en perte de vitesse. Nita Tadiebon, Nita Diebon, Nita Tadiebon, Nita Diebon, Momu Munilai, Begam Wonga. Tadiebon, Benita Diebon. Le djembé, c'est l'instrument de percussion fait à base de bois et vidé à l'intérieur avec une peau de chèvre, avec du cordage, voilà, qu'on appelle deux fois dans le langage en français courant ici tam-tam. Mais dans le langage malinké, par exemple du lait de la Côte d'Ivoire, on dit djembé. Voilà, donc celui qui joue le djembé, on l'appelle le djembé fola. Cet instrument-là, c'est notre tradition. Hein. Voilà, ça fait partie de notre vie. Ici, je le dis toujours, tout le monde le sait, ça fait partie de notre quotidien. Et quand vous regardez le djembé, comment elle est fait, si je coupe ici, j'ai raccourci le bas, si ici, il n'y a pas de peau, que c'est vidé, c'est un mortier, c'est poupilé. Donc c'est le mortier que les forgerons ont regardé pour faire un djembé. Et quand tu entends en malinké, en bambara, quand on entend, djembé vient du mot des mains. Des mains qui veut dire aider, aider les femmes. C'est comme ça les forgerons ils ont fait le djembé. Et c'est un instrument tellement mystique qu'à l'époque, avant, ça c'était, nous on n'était même pas, on ne savait même pas, nos parents n'étaient même pas encore nés. Malgré que c'est un des instruments les plus jeunes en Afrique, même le djabara, la cascanette est plus âgée que le djembé. Le balafon, la kora, tous ces instruments-là sont nés avant le djembé. Mais aujourd'hui, le djembé, c'est l'instrument africain le plus pratiqué. Donc voilà, il y avait des rituels. On n'allait pas comme ça dans la forêt pour abattre un arbre, pour aller chez le sculpteur. Il y avait vraiment des cérémonies, des sacrifices, des cérémonies traditionnelles qui étaient faites. Il
a eu, je pense, une explosion dans le djembé il y a quelques années. Et du coup, tout le monde avait un djembé. On fait du djembé sur la plage. Voilà, tout le monde a un djembé en France, enfin, vraiment beaucoup de monde. Et en fait, on a l'impression que c'est un instrument facile. Quand on s'y met, c'est une autre histoire. C'est vraiment quelque chose de très, très compliqué. Il faut persévérer, il faut avoir du courage, Voilà, c'est quelque chose de pas si simple que ça. Protégeons la terre africaine. Elle est riche. Elle nous a donné tout. Elle nous donne cacao, café, l'aluminium, du fer, de l'eau, c'est notre vie. Chaque fois que nous faisons un stage là-bas, nous vendons la Côte d'Ivoire. Parce qu'on nous demande, vous venez de quel pays? Chaque fois qu'on prononce le nom de la Côte d'Ivoire, il y a 20 personnes qui entendent. Et ça part. Et chaque fois qu'on balance une vidéo, c'est le monde entier qui voit. Parce qu'on vient de la Côte d'Ivoire. J'ai toujours dit, c'est la seule danse au monde, la danse africaine, qui n'abîme pas le corps. Quelqu'un qui danse classique, tu vas voir qu'il a une démarche qui est déformée au niveau d'hanche. Quelqu'un qui fait contemporain, il est déformé au niveau de bras, même hip-hop. Mais la danse africaine, c'est la seule danse qui ne déforme pas. Voilà pourquoi ces blancs viennent chez nous, ils viennent voir source pour chercher comment personne est arrivé à danser cette danse. Je vais venir voir, voilà pourquoi ils viennent. Mais blanc, quand il est quelque part, il n'est pas là pour rien. Je le dis même devant eux, j'ai toujours dit devant les Français, que notre danse, vous pouvez la prendre, mais vous ne pouvez pas prendre tout. Il y a plein d'élèves ici qui m'organisent des stages en Espagne partout, mais elles ne sont pas satisfaites. Elles veulent venir forcément voir où je suis pour sentir l'Afrique. Là, vous avez vu, elles sont là. Mais si vous savez pourquoi les Français, les Blancs, les Européens, ils prennent cette danse au sérieux, vous n'allez pas vous amuser avec. C'est tellement important chez eux, vous ne pouvez pas comprendre. Ces Blancs, matin, ils viennent, ils m'appellent, bon, Papson, j'ai entendu parler de toi et je voudrais participer dans ton cours. Et je leur demande s'ils ont déjà fait des années de cours, s'ils ont déjà des expériences. Ils m'expliquent que, ouais, bon, 1 an, 2 ans, 3 ans. Et ensuite, ils viennent dans mon cours, ils payent le cours, ils font le premier cours. Donc, si ça se passe bien, ça se passe bien. Et je leur demande si ça se passe bien, si elles ont aimé le cours. Et prochaine fois, elles viennent s'inscrire pour continuer à faire le cours. Bueno, a través de la danza sí que estoy aprendiendo la cultura africana y de dónde sale el baile y de dónde salen las diferentes etnias y cómo está tan relacionada la danza con la cultura aquí en África, es dentro del pack de la cultura. Moi, si je suis venue ici en Côte d'Ivoire, c'est grâce à M. Papson, que je connais depuis très longtemps, qui fait partie de mes maîtres de danse. J'en ai eu plusieurs, mais il en fait partie. Abidjan und Westafrika eine Möglichkeit, etwas zu lernen von einer Kultur, die sehr, sehr anders und sehr, sehr unterschiedlich ist. Un dubbio nell'arrivare qua e sono felice di averlo fatto, perché ho incontrato una nuova famiglia. C'est un autre rythme de vie, c'est d'autres façons de faire, mais au final, ça se passe très bien. Erfoy, c'est ça? Erfoy. Moi, je suis le pont entre là-bas et ici. Et c'est notre devoir, nous qui sommes partis d'ici, pour aller avoir de l'expérience. C'est notre devoir de revenir au pays et partager ces expériences-là.
la pratique de l'instrument. Mais comme nous, ça fait partie de notre vie, donc c'est tout ce qui entoure l'instrument, notre quotidien. Donc ils viennent aussi pour découvrir tout ce qui entoure le djembé. Si c'était pour aller à l'hôtel, sincèrement, je ne serais pas venue du tout. Et là, c'est très intéressant de les voir faire au quotidien. Et puis, on est sur une temporalité qui est très différente de la France. On nous avait prévenu avant de partir, des amis ivoiriens nous avaient dit ne prévoyez pas trop de choses dans la journée, parce que vous allez voir, tout prend du temps. Et c'est vrai que chez nous, on se rend compte qu'on a des emplois du temps très chargés, où on fait beaucoup de choses dans une journée. Et ici, on a un rythme qui est très différent, on prend le temps de faire les choses. La colonisation, avec tout ce qu'on sait depuis des décennies, il y a beaucoup de choses qui ont voyagé, qui ont quitté l'Afrique. Même pour moi, personnellement, qui ont quitté l'Afrique négativement. Et on a perdu beaucoup de choses ici en Afrique. La chose qu'on a réussi à garder jusqu'à présent, c'est notre culture, notre tradition, notre base. La musique traditionnelle n'est pas mise en avant ici, du tout. On voit que depuis ces 10 dernières années, on voit que la musique moderne ici, je ne suis pas contre, non, mais on a notre base, qui est notre tradition, qui est notre culture, qui doit nous servir d'éléments essentiels pour aller vers d'autres horizons. Mais si on balaye notre culture, on met de côté, il y a des jeunes aujourd'hui, quand je vois des jeunes qui dansent dans les rues, sur des musiques modernes et tout ça, je dis waouh, qu'est-ce qu'ils dansent bien ces enfants. Parce que c'est bien qu'ils apprennent aussi notre danse traditionnelle, qu'ils arrivent à danser notre danse traditionnelle. Le cordage sert à relier ces deux-là. Et après, on donne de la tension quand ça sèche. Et après, voilà, ça là, il serait pratique. La danse, ça raconte toujours quelque chose. Ça raconte la joie. Généralement, ça raconte la tristesse. Ça raconte la naissance. Ça raconte beaucoup de choses. Et quand on sort d'ici et qu'on va en tournée, par exemple, on va toujours avec des histoires qu'on raconte, des histoires de l'Afrique, des histoires qu'on a vécues souvent des histoires qui nous ont été racontées par nos grands-parents. Vous voyez? Donc ça donne une autre image de ce que nous avons ici. Les gens, ils ont l'habitude de voir les gens danser le djembé dans la rue. Va taper le djembé aux États-Unis, tu vas voir ce que ça va faire. Au centre culturel d'Abobo, il y avait une compagnie de danse qu'on appelait Fote Momba. Fote Momba était monté par un chorégraphe, Kone Ibrahima, père à son âme, qui ne vit pas aujourd'hui. Et ensuite, il y avait le Djolem, qui n'était pas loin aussi de chez moi. Donc, vous pouvez vous imaginer un peu avec les deux côtés, là où il y avait la musique qui sortait un peu de partout. Donc, je pense que c'est à partir de là, au fait, que je me suis vraiment dirigée dans la chose, sans trop vraiment chercher à savoir où ça allait m'amener. Juste pour l'amour de la chose, je me suis jetée dedans. Et je peux vous dire que j'en suis fière de vraiment essayer de faire développer la danse ivoirienne auprès des Américains qui sont vraiment intéressés par la culture africaine. Ici en Afrique, on a la tendance de vraiment négliger notre tradition. Vous voyez? Et quand on va à l'Occident, on se rend compte que ce qu'on néglige chez nous, précisément qui est notre tradition, les gens ils sont beaucoup basés là-dessus, ils sont très intéressés par ça parce que c'est notre identité au fait.
Je me suis retrouvée d'abord en Europe, où j'ai fait 12 ans avec une école de danse qu'on appelle Danza del Mundo, qui veut dire en français danse du monde. À partir de là, je pense que c'est là que le contact a commencé avec les États-Unis. J'ai tenté ma chance et puis bon voilà, ça a pris. C'est un plaisir pour moi et c'est un devoir de partager mon expérience avec mes frères. Il y a Barakissa Coulibaly qui est aux États-Unis, il y a Fatou Sylla qui est en France, Papson qui est à Paris, qui est très connu. Et il y a Thomas Guéhi qui a été formé ici chez Rosemary Guiraud, il y a Nadel Selou. Il y a beaucoup d'artistes comme ça qui ont envie de faire les choses au pays. Les danses d'Afrique sont très rythmiques, alors que les danses européennes vont être beaucoup plus, elles vont suivre la mélodie, alors que les danses d'Afrique vont être vraiment basées sur le rythme, ça c'est vraiment important, et elles vont être plus tournées vers la terre, alors que par exemple la danse classique européenne va être tirée vers le ciel. En fait, on va aller chercher à chaque fois vers le ciel, on va pousser le poids du corps vers le ciel, alors que les danses africaines c'est l'inverse, on va aller chercher le sol. En fait. Et on va travailler beaucoup dans le relâché et la respiration, alors qu'en danse classique on va travailler la tenue. Alors j'ai été formée aussi dans les danses mandingues à Bamako et elles sont plus aériennes et avec beaucoup de bras qui tirent vers le ciel. Et autrement je suis allée aussi au Cameroun à Yaoundé et là j'ai travaillé les danses qu'on appelle les danses du Bikutsi. Et là en fait on travaille avec la poitrine qui fait ça tout le temps en fait. Et donc il y a quelques différences comme ça entre chaque pays on va dire. C'est vrai qu'en France, je fais un cours de danse par semaine, donc de 1 heure et demie. Donc c'est vrai qu'ici, c'était tous les matins. Donc au début, c'était difficile au niveau de l'énergie à donner. Mais au fur et à mesure, voilà, il y a un entraînement et une endurance qui se met en place et finalement, bon, ça va. Et puis on a des professeurs qui nous boostent vraiment, qui nous donnent une énergie positive, donc ça nous fait aller de l'avant et du coup, je sens une évolution dans mon parcours de danseuse très importante. Que ça soit dehors, dedans, dans un maquis, dans une cour d'école, tant qu'il y a les percussions, et voilà, on danse. Voilà, il n'y a pas de lieu vraiment pour danser, on danse partout. Ça se ressent de toute manière quand on aime danser, voilà, il n'y a pas de lieu pour se lâcher et danser. Le faire. Par exemple, il y a des pas où c'est bien, mais sur tout le long. Voilà, ça, ici. C'est ça que je voulais même. À partir de ici, là, si vous pouvez vous déplacer. Ou, même si c'est dur de se déplacer, au lieu de faire 2 temps. Voilà, ça, vous, voilà.
La manière de jouer ici et là-bas, c'est pareil. Mais seulement, nous, ici, ça fait partie de notre vie, de notre portée sociale. C'est notre culture, c'est notre tradition. On est né dans ça, on a grandi dans ça. Maintenant, après, pour se professionnaliser, il faut bien sûr l'apprendre. Il ne faut pas simplement se dire, ah, comme c'est notre tradition, c'est notre culture, donc c'est bon, ça est dans notre sang. Non, ça est dans notre portée sociale, mais ça n'est pas dans notre sang. Les gens disent, ouais, ça est dans votre sang, vous les Africains, la danse, la musique. Il y a des Africains, ils ne savent pas du tout danser. Il y a des Africains, ils ne connaissent même pas le tempo de la musique. Mais la musique, le chant, les danses font partie de notre vie, de notre quotidien. Le spectacle qu'on a appelé, qui s'appelle Do You Speak Djembé, parce que ça continue jusqu'à présent, qui était un très grand spectacle de fusion entre la musique traditionnelle et la musique européenne classique. J'aime les créations, le métissage, voilà. Mais je me sers toujours de mon instrument pour rentrer dans des endroits, pour faire des collaborations. Ce projet a été mis en place par Philippe Fournier, qui est le directeur de l'Orchestre symphonique de Lyon, et M. Emmanuel Douglas, voilà, qui est le directeur de Sewabit, qui est une structure basée en Suisse, qui fait des interventions dans les conventions, les séminaires et tout ça, et à travers le monde entier. Et c'est ce monsieur-là, surtout d'une manière, qui m'a permis de participer à cette création avec un autre artiste qui s'appelle Sekou Keita, un Sénégalais joueur de kora, un très grand musicien. La difficulté de faire cette fusion, je voulais aussi que toute la salle soit musicien, pas seulement spectateur ce jour-là. Je voulais que toute la salle soit musicien. C'était un gros défi. Je suis venu commander des djembés, partir avec des conteneurs. J'ai été vraiment fier en tant qu'artiste africain de participer à ce projet-là. J'ai plein de collègues qui sont en dehors, d'autres qui vivent là-bas. Moi, j'ai choisi de faire la navette. Pourquoi? Parce qu'il ne faut jamais déraciner. Jamais. C'est pas facile là-bas. Et quand on arrive ici, des fois, on se comporte d'une manière très spéciale. On fait croire aux autres ici que tout est rose là-bas, on est des grands artistes, on est riches, on est comme ça. Non, du tout. Nous sommes des artistes, on se débrouille, on essaye de vendre notre art, on essaye de trouver de quoi survivre. C'est dans l'intérêt de l'Occident et dans l'intérêt de nos politiques ici aussi, de permettre aux artistes ici de se structurer, de comprendre la différence de certaines choses entre là-bas et ici, et leur permettre, de leur donner des occasions d'aller vendre leur art. L'année prochaine, on voudrait inviter beaucoup des Ivoiriens qui ont envie de participer avec nous, qui peuvent venir. Ça fait plaisir. Mais c'est dommage. Dans ton propre pays, tu ne peux pas consommer ce que tu cultives. Le retour à Marseille, je sais pas, parce que finalement, je vais peut-être pas rentrer, quoi.
Les gens, au fait, ils ont la tendance de négliger des choses, vraiment à ne pas négliger. Vous voyez, c'est comme, il y a une personne qui m'a déjà dit ça une fois. En juillet, il m'a dit, il dit, la danse, quand on voit la danse, c'est plein de n'importe quoi. Mais n'importe qui ne peut pas le faire. Notre magazine s'achève. Merci pour votre fidélité. Je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, n'hésitez pas à visiter la page Facebook de l'émission. Et comme on dit au Burkina Faso, Yindare, au revoir.